Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif en fait c'est de comprendre comment ils font pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alidou Nombre, ancien ingénieur aéronautique et banquier d'affaires, aujourd'hui chanteur baryton à l'opéra. Sacré profil, hein. Alidou, c'est un gars brillant. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en l'écoutant me raconter son parcours. Mais plus que tout ça, son témoignage est particulièrement inspirant, car il n'hésite pas à nous faire part de ses difficultés, de ses doutes et des efforts qu'il a dû fournir pour arriver à vivre de sa passion. Vous allez voir qu'Alidou avait en réalité une stratégie, car il risquait gros. Il quittait un job bien rémunéré et stable pour une vie d'artiste a priori beaucoup moins planifiée. Il a su pourtant saisir les opportunités qui s'offraient à lui afin de limiter au maximum les risques et atteindre son objectif qui était celui de vivre de son art. Vraiment un régal à écouter. Une dernière chose, je voudrais juste adresser un petit big up à mon ami Simon, grâce à qui cette interview a été possible. Voilà, tout est dit, place maintenant à ma conversation avec Alidou Nombre, chanteur baryton à l'opéra. Effectivement, c'est vrai que j'ai un petit peu dans mon parcours toujours cultivé, on va dire, le côté très académique et le côté un petit peu artistique. Donc il y en avait un qui était, on va dire, pour euh, pour se réconforter soi-même, pour réconforter les parents, et un autre pour se faire plaisir. Et au D'accord. fur et à mesure, j'ai commencé d'un côté en étant ingénieur, puis après financier, et après j'ai réussi à dériver, on va dire, pour réussir à faire de ma passion artistique initiale mon métier. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais. Et tout ça avec l'accord de tes parents ou encore ils t'ont renié en chemin ? Ah, alors, c'est vrai que la reconversion à la rigueur de entre ingénieur et financier, donc là mes parents étaient d'accord parce qu'on était plus ou moins dans le même, on va Exactement. dire dans la même typologie de profession. Après, effectivement, lorsque il a fallu sauter le pas pour devenir artiste lyrique, Ouais, là j'ai eu la réticence des parents. ouais. Effectivement, voilà, parce qu'il y a tout un imaginaire derrière. Le métier d'artiste, c'est un métier qui est connu pour être difficile et pour ne pas toujours avoir une stabilité. Ouais, ouais. Après, j'imagine que c'est comme toujours, hein, les parents, quand ils voient que d'une part c'est ta passion, et que d'autre part tu as l'air de t'en sortir, bon bah au final ils passent de la peur au soutien en fait. Oui, oui, c'est ça. En plus, c'est exactement ça. Là, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai fait ma reconversion totale. Puis, au vu des résultats, voilà, des différents contrats que j'ai, des différents concerts et des prévisions surtout pour les saisons prochaines, là, mes parents et surtout ma mère sont très rassurés, oui, oui. Mais c'est super. Mais justement, dans l'intro du podcast, je parle souvent de la zone. Mhm. La zone, au départ, je parlais de zone de confort. Maintenant, j'ai réduit le terme à vraiment la zone. Parce que pour moi, la zone, c'est le cadre dans lequel on est tous, on est tous plutôt à l'aise, là où c'est facile pour nous, quoi. Et puis, Mhm. mais on n'est pas forcément heureux parce qu'on s'y ennuie un peu, on ne se foule pas trop. Voilà. Donc justement, j'aurais aimé savoir, toi, quelle a été ta zone et comment tu en es sorti, en fait. Mhm. Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, pour faire l'historique, bon voilà, on va dire quand j'étais au lycée, j'étais bon élève, j'ai fait un bac S, j'avais des bons résultats,
Donc, mes professeurs m'ont naturellement poussé pour faire maths sup, maths spé, des classes préparatoires. Ouais. Donc, en fait, voilà, j'ai suivi un petit peu ce cursus-là parce que c'était la voie royale. Après, il faut savoir que moi, je suis rentré du coup en prépa maths spé, Ouais. sans pour autant savoir qu'à la fin de ces 2 ans, bah, il y avait tout un système d'écoles d'ingénieurs, de concours à passer pour pouvoir un petit peu, bah, pour choisir de sa prochaine carrière. Donc voilà, je suis rentré juste parce que voilà, c'était, on m'avait dit parce que j'étais bon, euh, j'avais des facilités, j'étais dans mon confort effectivement D'accord. comme euh, Ah, comme c'est tu l'as dit. Donc bien ça. j'ai D'accord. suivi, donc bon voilà, j'ai réussi maths sup, maths spé, j'ai intégré En plus, c'est une prépa. une école d'ingénieurs, Ouais. pardon. En plus, c'est une prépa qui est difficile en plus. Enfin, c'est des prépas où tu bosses tout le temps. C'est ça, c'est ça. Ce sont des prépas où le rythme est très intense, où on n'a pas de vie. Clairement, pendant 2 ans, Ouais. on n'a pas de vie. On passe tout son temps à travailler. Mais bon, voilà, on va dire que j'étais, on va dire, fait pour ça. Voilà, il y a des personnes pour qui ça ne marche pas du tout, Ouais. mais qui ont pourtant des capacités, et des personnes, ben voilà, qui sont des bourreaux de travail. Et moi, c'est quelque chose, voilà, avec lequel ça marchait bien. Ok. Donc voilà, donc j'ai suivi le cursus classique. À la fin de ces 2 ans de prépa, j'ai intégré une école d'ingénieur. Mhm. Voilà, donc pendant 3 ans, cursus classique d'école d'ingénieur. Donc Ouais. effectivement, déjà arrivé dans l'école, j'avais commencé à tiquer en me disant, tiens, c'est vrai que l'ingénierie, sur le papier, c'est très bien, mais est-ce que ça correspond vraiment à ma personnalité et à ce que je vais faire? C'est ça. Ouais. Euh, donc la question s'est posée, mais bon voilà, j'ai quand même suivi le cursus. Ouais. À la fin, bah voilà, on fait des stages en entreprise, qui se terminent naturellement sur après une embauche en tant qu'ingénieur. Et D'accord. Et donc donc là, j'ai, là t'es bac plus 5, t'as 23 ans et tu commences à bosser. voilà, c'est ça, même un peu plus jeune, 22, 23. Et donc là, je commence à travailler. Sur le papier, le boulot était super, hein. Ouais. Voilà, c'était un salaire tout à fait, raisonnable, voilà, Ouais. pour un jeune ingénieur en carrière. Mais l'ennui est assez vite arrivé. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'avais tout, voilà, une bonne situation, Ouais, c'est une ça, bonne position. c'est ça, hein, parce que en fait, au final, quand on fait une école d'ingénieur ou de commerce, on est formaté pour aller travailler dans ce genre de boîte, et toi, tu y Exactement. arrives, et puis tu commences ta carrière, et effectivement, c'est le parcours dont beaucoup rêvent, en fait. Oui, peut-être, oui. Voilà, donc c'est ce parcours-là. Et c'est vrai que les premiers mois, à un moment, j'ai eu cette réflexion en me disant, bon, là, je commence. Ok, c'est bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus très, très transcendant. Est-ce que je serais capable de faire ça, ce type de métier, encore pendant les 42 prochaines années, avant que j'atteigne ma retraite? Et vraiment, cette question-là m'a beaucoup fait réfléchir. Ouais. Et curieusement, euh, c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé, on va dire, à faire de la musique, on va dire, avec plus d'intensité. C'est-à-dire que D'accord. la musique, j'avais commencé à en faire déjà quand j'étais au lycée. J'étais dans une école de comédie musicale que Ouais. je faisais en parallèle de mes cours. Ouais. Et c'est quelque chose, voilà, que j'ai toujours suivi. Donc c'était vraiment un hobby, 1 heure par semaine, 1 heure, 2 heures par semaine, je chantais, voilà. Et lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, la musique a pris de plus en plus de place. Et c'était peut-être pour pallier, je sais pas, un ennui ou un manque d'intérêt d'un côté. Mhm. J'ai commencé à faire de plus en plus de musique, à vraiment m'inscrire au conservatoire à Paris de musique classique Ouais. et D'accord. à vraiment commencer une vraie formation de musicien. Donc, tu intègres le conservatoire en même temps. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai commencé dans le conservatoire municipaux de D'accord. Paris. Ok. Et en tant que musicien, donc tu jouais d'un instrument, tu jouais de quoi? Non, non, alors j'ai Ah, directement commencé par le chant, ah, directement par le chant, ok. Ok, très par bien. le chant. Ok. Directement par le chant. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de solfège, des cours d'harmonie, des cours d'histoire de la musique et des cours de chant. D'accord, ok. Parce que j'ai vu que tu as d'abord
Alors, j'ai vu que j'ai vu une petite interview de toi, je crois, sur YouTube, où tu mentionnais que tu avais été, tu faisais partie d'un groupe de rock et qu'après tu es Oui, passé sur de la soul, avec des classiques de la Motown. oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est vrai au lycée, bah, j'avais mon groupe de rock, hein, comme comme certains lycéens. Ouais, Donc voilà, on faisait des reprises, on faisait quelques compositions, on faisait quelques petits concerts. Voilà, on amusait les copains, les copines. Ça, c'était voilà, c'était. Mais bon, déjà au lycée, j'avais cette fibre, on va dire musicale. ouais, Et après, effectivement, lorsque j'étais donc en prépa, maths P, dans le cadre de la prépa, il y avait une classe musicale qui était en fait un big band soul. ok, Et donc, pendant ma dernière année de maths P, j'ai intégré cette classe-là. Et donc là, c'était vraiment c'était un big band. Donc, on reprenait Aretha Franklin, George Benson, super, Marvin Gaye. Là, c'était vraiment, enfin, j'en garde un très bon souvenir parce que c'était vraiment la grande éclate. ouais. Et du coup, C'était vraiment la. tu avais déjà pris conscience de ta capacité vocale alors. Effectivement, je savais que j'aimais chanter Ouais, et que je chantais plutôt pas mal. Oui, oui. Parce ouais, qu'il faut savoir que entre le lycée et la prépa, donc entre mon groupe de rock, entre quand même ma formation à la comédie musicale, puis ce big band, j'avais quand même une voix qui avait l'habitude de chanter et une voix qui commençait à être travaillée d'accord, pour le chant, ok, pour le d'accord. chant. Mais là, on était vraiment dans le chant pop, variété. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu te diriges ensuite vers le chant lyrique? Alors ça s'est fait totalement par hasard. Mhm. Euh, Lorsque du coup j'ai intégré mon école d'ingénieur sur Paris, je voulais continuer les cours de chant. Sauf qu'arrivé sur Paris, les cours de chant, on va dire type comédie musicale, euh, ça coûtait extrêmement cher. Parce Ouais. que je suis arrivé, c'était, je crois, le grand boom enfin, je sais pas, de la Star Academy, de la Nouvelle Star, tout ça. Ouais, Donc c'est vrai donc il y qu'on avait est en plein de. on est en quelle année là, quand tu commences Là, on est fin année 2000. D'accord, ok, On ok, est fin année 2000, 2008, 2007, 2008 par là. ok. Et donc là, voilà, donc du coup, le moindre cours de chant coûtait une fortune. D'accord, ouais. Coûtait une fortune. Et dans ma promo, j'avais donc une camarade qui, elle, faisait du chant lyrique et qui me dit un jour, ben voilà, t'aimes bien chanter, on a discuté. Moi, je fais des cours de chant au conservatoire. Ce sont des conservatoires municipaux, donc pour les étudiants, en fait, c'est sur critères sociaux. Donc pour les étudiants, ben, c'est gratuit. Il y a peut-être Mhm, 50 euros de frais d'inscription, mhm. mais ça te permet de travailler ta voix de manière régulière et d'avoir accès à, à d'autres cours. Mais c'est plutôt une formation, on va dire, de musique classique. Donc du coup, j'étais intéressé et je me suis dit, bah allez, bingo, je suis parti écouter un cours Ouais, avec l'idée quand même, en me disant, ben voilà, les chanteurs d'opéra, ce sont des gens qui travaillent leur voix. C'est une discipline assez difficile. Donc, à partir du moment où j'arrive à travailler ma voix et à chanter de l'opéra, ben, je pourrais chanter tous les autres styles de musique. Donc, c'est un petit peu l'idée que j'avais eue, naïvement, parce que effectivement, maintenant, avec le recul, finalement, la technique vocale que l'on utilise quand on chante de l'opéra est totalement différente de la technique vocale de la pop ou de la soul. ouais, Donc, ouais. donc on peut pas forcément chanter de la soul avec une voix d'opéra. Mais à l'époque, c'est ce que je pensais et c'est ce qui m'a motivé à m'inscrire du coup au conservatoire. D'accord. Et Parce c'est comme ça que j'ai commencé. au conservatoire, ils font pas de soul et ils font que ils font quoi comme style de musique au conservatoire? Alors au conservatoire où j'ai démarré, donc c'était une classe d'art lyrique, donc où on travaille D'accord. vraiment Ok, de ok, la musique ok, classique, soit des mélodies, des leaders, puis des airs d'opéra. ok. Et après, c'est ce que j'ai découvert plus tard aussi, il y a certains conservatoires dans Paris où il y a des classes de musique actuelle. Donc effectivement, D'accord. il y a aussi des classes de variété, Ok. de pop, de chant, Ouais, ouais, avec micro, entre guillemets, ce que je vais dire. Mais à l'époque, moi, j'étais pas au courant. ouais. Et comme cet ami-là m'avait introduit directement, on va dire, dans les cercles classiques, voilà, je suis allé dans ce milieu-là tout en sachant que je n'avais, on va dire,
aucune connaissance, aucun répertoire prédéfini de musique classique. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, je m'en souviens, l'un des premiers cours, on parlait avec ma professeure, qui me dit, tiens, est-ce que tu connais cette chanson? Puis moi, je lui dis, ah bah oui, 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 bien sûr, je m'en souviens, c'est la musique que j'ai entendue pour la pub pour l'huile d'olive. Ouais, ouais. Alors, alors qu'en fait, non, c'était du Rossini, en fait. Ben, C'était le bien Bob sûr. de Rossini. Donc, donc voilà, j'avais pas du tout les références D'accord. classiques. Ouais. Pour moi, c'était, Donc en fait, tu ne connaissais que les reprises. Je veux voilà, dire, voilà voilà, quoi. C'est ok. voilà. Donc moi qui connais. D'accord, je vois très très bien. Donc j'étais complètement à l'ouest par rapport à d'autres personnes qui avaient baigné dans ce genre de répertoire, dans ce genre de musique, entre guillemets, dite savante, depuis leur plus jeune âge. Donc moi, j'ai vraiment débarqué comme un ovni avec, on va dire, mes réflexes de chanteur pop et soul Ouais. dans ce milieu-là. D'accord. Et du coup, tu t'y intégrais facilement ou encore tu étais stigmatisé Non, non, stigmatisé, non, non, parce que finalement, j'avais une voix qui s'est aussi révélée intéressante pour le travail dans D'accord. le lyrique. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, mais après effectivement, euh, encore aujourd'hui parfois, hein, je peux avoir des Ouais. réflexes on va dire de chant variété Ouais. lorsque j'interprète un air. Et donc par exemple, il y a pas très longtemps, hein, la personne avec qui je travaille, Sophie Koch, Mhm. me dit, bah faut faire attention. Là parfois, on a l'impression que tu chantes comme un crooner. Ok. C'était une voix de crooner et non plus une voix de baryton. Donc voilà, donc fais attention à. Donc c'est quelque chose, donc il faut faire attention. D'accord. Ok. 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 Ah bah c'est super. Et du coup, alors, et comment tu détermines ta voix? Enfin, comment tu détermines que toi, tu es baryton? Parce que j'ai lu aussi, alors moi, j'y connais absolument rien, hein. Enfin, c'est un rêve pour moi d'aller à l'opéra, je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, d'ailleurs, je devais normalement aller te voir l'année dernière dans un spectacle au mois de septembre à Paris. Effectivement. Et en fait, on n'a pas pu parce que j'ai pas pu voyager, Oui, mais oui, ça oui. aurait été le premier spectacle, on va dire, de l'opéra que je vois. Et j'en Oui, oui, regrette beaucoup oui. de ne pas être venu d'ailleurs. Mais comment j'ai vu qu'il y a alors il y a il y a six voix dans l'opéra. Quoique il y a apparemment il y a des variants. Comment toi tu Mhm, détermines? des sous-catégories. Ouais, voilà. Comment tu Ouais, ouais. détermines, toi, ta catégorie de voix? Ça se fait Mhm. naturellement ou ça... Alors, ça se fait plus ou moins naturellement. C'est-à-dire que, on va dire que d'abord, par exemple, chez les hommes, hein, on va dire, il y a quatre grandes catégories de voix. Il y a le plus grave, Ouais. c'est basse. Ok, basse, ouais. Basse, on va dire, quelqu'un de connu que basse, c'est Barry White. Barry White, c'est, Ok, voilà, c'est quelqu'un qui a une voix de basse. ouais, ouais, Après, un peu plus aigu, il y a baryton. ouais. Donc ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Encore plus aigu, on a la voix de ténor. Ouais. Donc, un grand ténor, c'est Pavarotti, voilà. Il y avait Ok, une magnifique d'accord. voix de ténor. Ok. Après, on a ce qu'on appelle les contre-ténors. Ce sont des hommes qui chantent en voix de tête, donc qui chantent avec une voix très aiguë. Ce sont, on va dire, l'équivalent des castrats Ok, de l'époque, qui d'accord. aujourd'hui ne sont plus, ne sont plus castrés. Voilà. Ouais, Et ça, ce sont on va dire, les quatre grandes catégories chez les hommes. ok. Après, dans ces catégories-là, on peut encore avoir des subdivisions. On va parler de ténor dramatique, de ténor lyrique, de, de ténor léger. Pareil, on va parler de baryton aigu, on va parler de baryton basse, quand on est à la limite entre baryton et basse, Ouais. etc. Il faut savoir qu'après, on va dire, il y a deux grands critères qui vont définir ta tessiture, qu'on appelle la tessiture. Mhm. Déjà, c'est quelles sont les notes que tu peux atteindre avec ta voix. Quelle est la note la plus aiguë Ouais, et quelle est la note la plus grave. ouais. Donc, il faut savoir, voilà, si tu arrives à monter assez aisément, alors je dis voilà, du sol, la, peut-être contre ut, là, tu vas être un ténor. Ok, ouais. Si tu arrives à monter jusqu'au fa, sol et à descendre
et à descendre jusqu'au do, si, là tu as un baryton, et si tu arrives à descendre encore plus bas, là tu es une basse. D'accord. Donc Ok. ça, ce serait le premier critère. Ensuite, on a ce qu'on appelle la couleur de la voix. Ouais, Il y a ouais. des voix qui sont très claires, comme on va dire des voix cristallines, entre guillemets, des voix angéliques. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une voix claire. Mhm. Et on a des voix qu'on appelle des voix plus sombres. Et donc, en fonction, et bien sûr, plus on a une voix grave, plus on va avoir tendance à avoir une voix sombre. Mais parfois, c'est pas forcément le cas. Il y a des barytons qui ont des voix très claires et qui arrivent aussi à descendre. Donc, en fonction de ce critère-là, après, on a des divisions. Mais après, ce qui est vraiment le plus important dans l'opéra, en dehors même de savoir si on est baryton basse, ténor, parce que même moi encore aujourd'hui, hein, qui chante depuis quelques années et qui me produit professionnellement, je me pose parfois la question entre est-ce que je suis baryton ou est-ce que je suis baryton basse. D'accord. Et en fait, Ouais. là, vraiment le critère, c'est de se dire en fait quelle est la finalité. La finalité, c'est de chanter des rôles d'opéra. Ouais. Et donc, plutôt que de se dire je suis baryton ou je suis baryton basse, on va regarder le rôle. Par exemple, je veux chanter le rôle de Don Giovanni. Ouais. Le rôle de Don Giovanni, entre Césaire, Céstatif et Duo, c'est un air que je peux chanter. Donc on va dire que ce rôle-là, je peux le chanter. D'accord. Ok. Ok. Oui, Le parce que. rôle, par exemple, dans le Barbier de Séville, le rôle de Figaro, c'est un rôle que j'ai commencé à travailler, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des parties qui étaient trop aiguës, trop tendues pour moi. Donc même si c'est un rôle de baryton, ça c'est un rôle que par exemple je ne chanterai pas parce que je n'ai pas la voix pour. Et D'accord. donc voilà, donc par rapport aux grands opéras comme ça, on a comme ça des rôles de référence que l'on va commencer à travailler et qui va aussi nous aider à définir notre voix et notre tessiture. D'accord. Très bien. Ok. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, tu peux, dans une carrière, changer de catégorie. Alors, changer de catégorie, on va dire, en fait, notre voix évolue. Par Ouais. exemple, une basse ne deviendra jamais ténor. Ouais. Mais par contre, on va dire, un ténor lyrique peut devenir un ténor dramatique. Un ténor lyrique, c'est, c'est, c'est un ténor, euh, c'est un ténor qui a des aigus assez brillants. Ouais. Ben, en règle générale, avec l'âge, on a la voix, ben voilà, qui s'étoffe, qui prend du patin, qui prend du velours, qui s'élargit. Hein. On dit que la voix s'élargit un peu, la voix devient peut-être plus résonante. Et donc, on peut passer de ténor lyrique à ténor dramatique. Ouais. D'accord. Ok. Ce qui va aussi ouvrir à d'autres types de rôles et à d'autres types d'opéras. Ouais. 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 Donc Ok. c'est aussi que dans ce métier-là, c'est pas parce qu'on a la voix qu'on peut forcément chanter un opéra. Il faut aussi avoir l'âge, il faut aussi avoir la couleur de la voix Ouais. pour interpréter tel ou tel personnage. Parce que après, c'est comme une pièce de théâtre. Ouais. Il y a des rôles, ce sont des pères, il y a des grands-pères, il y a Ouais. des sœurs, il y a des filles, il y a des fils. Donc Ouais. voilà, donc jouer le rôle d'un grand-père à 25 ans, même si on a la voix, c'est pas forcément, d'un point de vue dramaturgique, le plus recommandé. Ouais. Ouais. Je vois très bien. Je vois très bien. Oui, parce que l'opéra, effectivement, c'est du théâtre, en fait. Donc, effectivement, ce sont des rôles que tu joues, ouais, c'est vrai. Exactement, exactement. Il y a vraiment l'incarnation du rôle qui est très importante. Oui. Eh ben, c'est hyper intéressant. Mais après alors, bon, c'est super. Moi, j'ai vu aussi que tu t'es quand même beaucoup formé, puisque tu as intégré donc plusieurs masterclass. Alors, après, enfin, à ce que je vois, hein, le parcours de formation n'est pas du tout. Enfin, tu intègres des masterclass. Quand on dit par exemple que tu es formé auprès de Frédéric Épin et Aurélie Courteau, ça veut dire quoi? Oui. Ce sont des personnes qui ont monté une école de chant et tu te formes auprès d'elles, c'est ça? En fait, Frédéric Épin et Aurélie Courteau, donc Frédéric Épin est professeur de chant et Aurélie Courteau est pianiste. Ce sont les personnes avec lesquelles j'ai commencé à travailler le chant lyrique. Ouais, Donc voilà, ce sont mes premiers professeurs de chant qui travaillent dans le conservatoire dans un conservatoire de musique. ouais, ok, ok, ok.
Et en gros, dans les conservatoires de musique, voilà, en fait, on a différents cycles. On a premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. À la D'accord. fin du troisième cycle, on a ce qu'on appelle le diplôme d'études musicales Oui, que tu l'as eu d'ailleurs, non? que j'ai eu. Et à Ouais. partir de ça, après, on peut faire d'autres cycles. On peut faire d'autres cycles de perfectionnement, de concertiste. Ou bien certains intègrent une école nationale supérieure de musique, Ouais. qui est l'équivalent d'études vraiment licence, master en musique. Donc en France, il y a le CNSM de Paris qui fait ça, le CNSM de Lyon. On a aussi des pôles, ce qu'on appelle des pôles supérieurs, Ouais. qui permettent après de délivrer des licences et des masters dans telle ou telle D'accord. catégorie. Ok. Et donc, au fur et à mesure que l'on avance dans ces cycles-là, on a aussi l'opportunité de faire des masterclass. Les masterclass, en fait, ce sont des classes de maîtres, comme leur nom Mhm. l'indique. Ce sont, on va dire, pendant 2, 3 jours, pendant une semaine, on va travailler avec une autre personne qui est reconnue dans le métier, mais qui n'est pas forcément ton professeur de chant. D'accord. Ok. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance de faire des masterclass avec par exemple Ruggiero Raimondi, avec Stéphane Degout, avec Jean-Philippe Lafont, avec José Vandame, qui Ouais. sont qui sont pour ces quatre-là vraiment des chanteurs d'opéra très reconnus et qui ont marqué vraiment leur génération. Donc ça permet aussi d'apprendre auprès de gens qui sont encore dans le circuit. Ouais, je vois. Après, effectivement, aussi, dans mon parcours, donc voilà, j'ai commencé avec Frédéric Épin. Mhm. Et après, au fur et à mesure que je passais mes cycles, bah, j'ai changé de professeur Ouais. Ouais, pour, ouais. pour aussi avoir une autre approche. Et puis, chaque professeur aussi a sa pédagogie et permet aussi d'avancer sur, on va dire, la découverte de son instrument qui est la voix. D'accord. Eh ben, c'est top, c'est top, c'est top. Super. Et alors du coup, bon, moi j'aurais aimé savoir à quel moment tu décides d'en faire ta profession. Parce que, Mm. je veux dire, tu quittes une situation qui, bon, tu as quand même une carrière qui est en cours de démarrage, un parcours, après un parcours brillant, donc en théorie, j'avais quand même indiqué que tu es quand même passé par tu as fait le SCP Europe aussi, donc Ouais, ouais, ouais. tu es passé par Renault, Thales, Snecma, du groupe Safran, Airbus, tu as fini par Société Générale. D'ailleurs, j'ai vu que ta fiche LinkedIn, elle est toujours sur Société Générale. Faudrait peut-être la mettre à jour. Aline. Donc Tout voilà. à fait. Mais je veux dire, à quel moment tu décides d'en faire ta, d'en faire ton activité principale et de lâcher donc tes postes euh, et de lâcher une situation stable Mhm. pour aller vers un truc instable mais Ouais, vivre de ta passion. ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'on va revenir du coup, on va dire, à la période où j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur et où j'étais dans cette zone de confort-là. Ouais, Donc j'étais dans cette zone de confort-là, mais voilà, c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer au quotidien. D'où j'ai commencé à faire de la musique. mhm, Euh, à partir d'un certain moment, je me suis quand même dit, bon, ingénieur, c'est pas quelque chose, c'est très bien sur le papier, mais c'est pas quelque chose qui me correspond à ouais, ma personnalité. Euh, j'ai lorsque j'étais en classe prépa, j'avais hésité entre prépa scientifique et prépa HEC. mhm, J'avais pris prépa scientifique parce que je me suis dit qu'en faisant scientifique, on peut toujours après se rediriger vers des écoles, vers des études de commerce, tandis oui, que si on fait le contraire, c'est plus la compliqué. réciproque n'est pas forcément vraie. Ouais, Et donc, je dis, bah, tiens, ça m'avait attiré. Aujourd'hui, bah, voilà, j'ai les capacités intellectuelles et géographiques de le faire. Je vais faire un master en finance pour me reconvertir. ouais, Donc oui, après quelques années de travail, donc je fais ce master-là, donc j'intègre le SCP ouais. et effectivement je fais ce master-là qui me permet de me reconvertir en finance. Donc là, tu te cherchais déjà en fait. Donc là je me cherchais déjà. Euh, et là donc je commence à travailler donc dans la banque d'affaires de la Société Générale. Mhm,
en tant que chef de projet commercial. Mhm. Et là, c'est un poste qui déjà me correspond mieux. D'accord. Correspond mieux à ma personnalité, à ce que je suis, à ce que j'aime faire. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec des personnes? Parce que je suis plus en contact avec des personnes, euh, j'ai un côté relation client, Ouais, j'ai un côté communication, j'ai un côté moins routinier. Alors c'est que ingénieur, tout était très procédurier. Enfin, dans la banque aussi, ouais. tout est très procédurier. Mais moi, en fait, tout simplement, ça me correspondait pas. Je passais beaucoup de temps à faire des présentations PowerPoint, beaucoup de temps à faire des tableaux Excel, Ouais, beaucoup de temps à travailler sur des logiciels de calcul. ouais, ouais, je C'était vois. des choses voilà qui correspondaient à d'autres, mais qui à moi ne me correspondaient pas. J'ai peut-être plus besoin d'avoir un contact social et d'échanger au quotidien avec des gens. Mhm. Et donc ça, c'est ce que m'a apporté donc mon métier au sein de la société générale, qui dans lequel je m'épanouissais mieux. Mhm. Et même on pourrait même dire dans lequel je m'épanouissais. Parce que du coup là, c'était vraiment une reconversion choisie et la reconversion fonctionnait. Ouais. Sauf que à côté, au fur et à mesure, ben voilà, comme expliqué, au conservatoire, je m'étais arrangé, ben voilà, pour passer le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, avoir mon DEM. Ouais. Et puis mon diplôme d'études musicales, à un point où, mais à ce moment-là, c'était voilà, je suis financé, et je fais du chant à côté, c'est ma passion. Ouais. Mais quand même, soyons raisonnables, jamais je ne pourrais faire du chant mon métier, même si j'en rêve, parce que voilà, j'ai pas le niveau, parce qu'il faudrait faire que ça, parce que voilà, donc j'avais tout un nombre de tout un type de barrières C'est comme ça ça. C'est ça, ouais. que je m'étais mise, et Ouais. puis aussi après se poser la question, ben, même si je veux faire ça, comment est-ce qu'on fait? On peut pas se lever du jour au lendemain disant ben voilà, je travaille en banque et demain Et demain, je suis chanteur lyrique, quoi. Ouais, ouais. je suis chanteur. Enfin voilà, Ouais. chanteur, c'est aussi un métier. Il faut aussi se faire un réseau, commencer à travailler, etc., etc. Mhm. Et en fait, il s'avère que ben, juste donc l'année où j'ai eu mon DEM, donc mon diplôme d'études musicales du Conservatoire de rayonnement régional de Paris, ça a été une année charnière parce que c'est une année où ben, voilà, on a terminé les cours au conservatoire. La plupart de mes collègues musiciens, ben, ils intégraient ben, des écoles nationales supérieures ou des pôles sup, ce qui veut dire que ce sont des études à part entière, où on a 30 heures de cours par semaine Ok. pour continuer dans cette voie-là. Ouais. Et d'autres commencent à passer des auditions. Ouais. Donc moi, ayant déjà un travail, ayant déjà une question à côté, ben, c'était impossible que je reprenne des études, hein, surtout qu'après avoir fait ingénieur, après avoir fait un master en finance, Oui, je n'avais bah pas oui. encore refaire Ouais. des études, il n'y a pas Ouais. d'études, mais quand même. Ouais. Et donc, j'ai eu l'opportunité de passer, je me souviens, c'était au mois de septembre, j'avais trois auditions. Trois auditions. Donc, j'avais une audition pour un opéra qui se faisait à Bastille, qui était les Indes Galantes, pour Ouais. lesquels ils cherchaient des chanteurs. Ouais. J'avais une audition pour l'Académie de l'Opéra de Monte-Carlo, Ouais. à l'époque, et j'avais une audition pour intégrer un cycle concertiste du conservatoire à Paris, en fait qui s'adresse vraiment à des personnes qui sont en début de carrière et qui veulent toujours avoir un accompagnement académique avec des cours de chant et des coachs vocaux. D'accord. Ces trois auditions-là, c'était dans un laps de 10 jours. Ok, Donc je d'accord. passe ces trois auditions-là Ouais. et je réussis les trois auditions. C'est ce que j'allais dire. Je réussis les trois. D'accord. Mais je veux dire, Et je quand tu fais ces auditions, tu sautes des étapes en fait, j'imagine, non? C'est un peu au je, culot. je saute un peu des étapes, oui. Ouais. Effectivement, je saute un peu des étapes parce que je suis en concurrence avec des personnes qui elles, font que de la musique depuis des années ou ont fait Ouais. une formation que musicale. Ouais. 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 Et toi, tu réussis les Et trois. donc, voilà. Et donc, je réussis les trois. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, euh, ce que je considérais être juste un hobby ou juste une passion, il y a peut-être moyen d'en faire finalement quelque chose de professionnel, vu que là, ce sont des auditions professionnelles que j'ai passées et que j'ai réussi. Ouais.
Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, s'est mis en place le plan pour pouvoir faire ma transition entre financier Et et chanteur. chanteur. Oh, Parce génial. que, parce qu'en fait, on va dire, le premier obstacle, c'était, on va dire, un obstacle matériel. C'est-à-dire que il faut réussir à gagner sa vie quand Ouais. on arrête de travailler d'un côté et qu'on embraye de l'autre, tout en sachant que quand on est chanteur, voilà, on n'est pas engagé en CDI, Ouais. on est engagé sur des petits contrats. Ouais. Et en France, ce qui est vraiment, c'est le statut d'intermittent. Ouais. Le Ouais. statut d'intermittent qui permet, sous réserve d'avoir fait un nombre d'heures précédent, un nombre d'heures suffisant l'année précédente, d'avoir un minimum de revenus qui est garanti par l'État. Ouais. C'est-à-dire que si on travaille, je dis un exemple, hein, si par exemple le minimum de revenus c'est 1 000 euros. Ben, si par exemple j'ai travaillé 3 jours et que j'ai travaillé 300 euros, à la fin du mois, l'État va me verser le complément et me donner 700 euros. Si D'accord. un Ok. mois j'ai été très prolifique, j'ai beaucoup travaillé et que j'ai gagné 1 500 euros, là, du coup, l'État ne va rien me donner. Donc en D'accord. gros, Je voilà, vois. c'est une Ok. sorte d'assurance pour avoir un revenu minimal. Ok. D'accord. Et donc à partir du moment où j'ai réussi ces auditions-là et que du coup j'ai commencé à faire des, on va dire des cachets professionnels en tant que chanteur, je me suis dit, bon, et voilà, il va falloir là, pendant l'année qui vient, l'année et demie qui vient, que je travaille suffisamment, que je passe assez de cachets en tant que chanteur Mhm. pour pouvoir avoir le cachet d'intermittent, pour pouvoir avoir le statut d'intermittent. Et du coup, à partir du moment où j'aurai le statut d'intermittent, pour l'année suivante, j'aurai, quoi qu'il arrive, Un, un un minimum de montant revenus. minimum garanti, Ouais. ce qui me permettra de pouvoir vivre, même si que je travaille en tant que chanteur ou que je ne travaille pas. Ouais. Donc c'est comme ça que c'est organisé, on va dire, ma transition. Donc c'est-à-dire qu'après, donc j'ai eu la chance à la Société Générale de tomber sur une équipe qui était très, très compréhensive. C'est-à-dire que pendant, on va dire, 1 an et demi, je n'ai pas eu de vacances parce que dès que je partais, dès que je prenais des vacances, générales, c'était pour aller chanter. Mhm. 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 Ouais, ouais, ouais. Puis il m'est aussi arrivé à la marge de prendre quelques congés sans solde, donc Ouais. qui ont été acceptés par ma hiérarchie à l'époque, Ouais. pour pouvoir aller chanter et pouvoir avoir des cachets pour pouvoir avoir le statut d'intermittent l'année suivante. Ouais. D'accord. Et au final, bon, voilà, pendant 1 an et demi, j'ai un petit peu eu ce rythme-là. Et Donc, la Société Générale, ils étaient au courant, ils te sout... Enfin, j'imagine du coup que ta hiérarchie était au courant et que quand même, c'était pas aménagé, mais en tout cas, voilà, si, ils oui, savaient que tu avais... voilà, ils étaient au courant que je faisais de la musique et que, et que c'est quelque chose que je voudrais aussi Ouais, faire fructifier. ouais. Donc pendant quelques mois, c'était comme ça. Puis à partir du moment où j'ai vu que les rails, quand on était sur des bons rails, je suis passé à temps partiel. Donc, je suis passé pour être plus précis en 4/5e Ouais, de mon poste à la Société Générale ouais, pour pouvoir faire un petit peu plus de musique. ouais. Ok. Et ça, c'était juste avant que finalement je décide d'arrêter totalement. Alors là aussi, il y a une petite subtilité. Donc, effectivement, tu as très bien remarqué ma fiche LinkedIn. Sur Oui. ma fiche LinkedIn, je suis encore salarié de la Société Générale parce que dans les faits, je fais encore partie de la masse salariale générale. Ah, tu n'as... J'explique. En Ouais. fait, à partir du moment où j'ai eu le statut d'intermittent, je me suis mis en congé Ouais. pour création d'entreprise. Ah ouais, d'accord. Ok. En gros, c'est un dispositif que la Société Générale permet, qui peut durer au maximum pendant 3 ans. Ouais. Et donc, du coup, le contrat est suspendu pendant 3 ans. Ok. Pendant 3 ans, on fait ce qu'on veut. Hein. Si Ouais. si on veut rien faire, on ne fait rien. Si on veut monter son entreprise, on monte son entreprise. Voilà. Et au bout de ces 3 ans-là,
tu décides si tu reviens ou On pas. peut décider soit de réintégrer la Société Générale dans son poste, soit de complètement partir. D'accord, ok, Et, ok. et donc moi, aujourd'hui, actuellement, je suis encore dans cette période-là. Parce D'accord. que pareil, dans ma préparation, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est jamais les aléas de la vie. S'il faut, là, je me lance, mais s'il faut, d'ici 2 ans, ben voilà, j'aurais pas de succès, enfin, je chanterai pas. Mhm. Et donc, ben, c'est quand même bien d'avoir un filet de sécurité qui me permettrait de pouvoir reprendre un poste dans lequel j'étais épanoui, qui somme toute, me plaisait bien et dans lequel j'avais aussi un avenir qui semblait tracé. D'accord, Donc, ok. donc voilà, donc officiellement, je fais encore partie de la masse salariale de la Société Générale et mon contrat est suspendu. D'accord, ok. Mais c'est génial ça. Voilà. Et ça va jusqu'à quand alors? Ces 3 ans fait Donc là, j'en ai l'escampe. encore. Donc là, je suis à la moitié, j'ai fait 1 an et demi, donc j'ai encore 1 an et demi. D'accord. Mais on va dire, vu les prévisions de contrat pour la saison prochaine que j'ai, voilà, ma carrière en tant que chanteur, ma reconversion en tant que chanteur semble bien s'annoncer. Après, surtout qu'il faut savoir que d'un point de vue timing, euh, on va dire, j'ai arrêté de travailler. Mon contrat avec la Société Générale s'est suspendu fin janvier 2020. D'accord, donc ça fait un peu plus d'1 an. Ok. Ça fait un peu plus d'1 an. Fin janvier 2020 parce que j'avais des perspectives de contrat sur toute l'année 2020 et toute l'année 2021. Sauf que Ouais. 2 mois après, le Confinement. coronavirus est arrivé. Bah oui. Ouais. Le coronavirus est arrivé, ce qui fait que voilà que toutes les salles de spectacle, tous Enfermé. les contrats que j'avais ont été, au Sus- début, c'était reporté, au final, c'était annulé pour la plupart. Bah ouais. Parce que c'est une situation qui a duré. Ce qui, en fait, mais comme j'avais quand même préparé cette transition-là, c'est-à-dire que j'avais fait suffisamment d'heures auparavant pour pouvoir avoir le statut d'intermittent, Mhm. ben, je me suis retrouvé en tant en tant qu'intermittent du spectacle à avoir des revenus de l'intermittence, comme tous les artistes Mhm. intermittents français. Mhm. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis de passer cette période-là difficile, D'accord. pas que pour l'intermittent, pour tout le monde Ouais, finalement. ouais, 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 ouais. Super. Et effectivement, dès que ça a repris, hop, tes contrats sont repartis, puisque j'ai vu qu'en septembre 2020, enfin, depuis septembre 2020, tu es artiste résident à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Donc, je sais pas si ça Mhm. continue toujours. Oui, Euh, oui, oui. et là, je vois que tu participes à un concours international de chant organisé par l'Opéra de Clermont Auvergne Opéra. Alors, Mhm. je ne sais pas, j'ai vu Alors, tu étais en demi-finale, tu as gagné la demi-finale, c'est ça? Et Alors là, en fait, oui, alors ça c'est tout nouveau, c'était la semaine passée. ouais, Donc oui, oui, j'ai participé à un concours international de chant d'opéra à Clermont et à Vichy. Et j'ai été lauréat de ce concours. ouais. Donc j'ai passé des étapes, demi-finale, finale, et donc Ah, j'ai gagné super. j'ai remporté l'un des prix à ce concours-là. Donc voilà, donc c'est aussi un des éléments Ah ben bravo, ah ben c'est qui super, c'est fait super. que voilà, je suis encouragé dans ma démarche. Ah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc clairement là c'est bon, enfin c'est bon. Toi tu es reconnu en tant que voilà chanteur baryton avec du succès, tu es connu dans le milieu et ah ben c'est C'est génial. ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Puis surtout que, on va dire que dans ce genre de concours-là, au jury, ce sont des directeurs d'opéra, d'autres opéras, Ouais. qui, du coup, t'entendent, te remarquent et peuvent, dans un futur proche, te proposer des contrats et des rôles dans leur maison d'opéra. Donc, Ah c'est c'était, top, c'est top, c'est top. Ben bravo, hein. Mais du coup, alors, voilà. est-ce que tu as eu des moments de doute? Un moment, t'as eu des moments de doute? Est-ce que tu as eu envie de faire machine arrière, peut-être voilà. Est-ce que Ah, bah, oui, oui. Alors, des moments de doute, je pense que on en a, puis surtout en tant que chanteur. Alors, déjà, le premier gros moment de doute que j'ai eu, c'était suite au coronavirus. ouais, Quand, bah, ouais, c'est clair. quand on se retrouve dans une situation où, voilà, où on a un job qui est assuré, qui marche bien, Ouais, qu'on change tout, et qu'au final, on se retrouve dans sa nouvelle posture, à ne pas travailler, ouais.
Alors que les collègues qui sont encore dans la banque, ben, eux, ils continuent leur activité, ils sont en télétravail, mais ils continuent leur activité. C'est vrai. Là, on se dit, mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais, c'est clair. Et comment tu fais, toi, Là, pour surmonter ça, justement? alors, là, pour surmonter ça, ben, déjà, il faut mentalement être très fort. Ouais, Là, il faut mentalement être fort et puis et avoir foi en l'avenir. ouais, c'est ça. Et c'est ça, il faut avoir foi en l'avenir. Et puis après aussi, moi, ce que je me suis dit, c'est que voilà, je me suis dit bon, voilà, là, j'ai plusieurs mois à la maison. Euh, les concerts qui approchent. Mais en plus, ce qui était dur, c'est qu'au début, on ne savait pas que le confinement allait durer aussi longtemps. On pensait que en 2 semaines, ça serait terminé. Ouais. Donc finalement, les concerts au début étaient juste repoussés. Mhm, 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 mhm. Donc on continuait quand même à travailler les concerts, parce qu'on savait voilà, que le mois prochain, on pensait que le mois prochain, ils auraient lieu, sauf que ça n'a pas été le cas. Mhm. Donc je me suis retrouvé à travailler des programmes, à travailler des partitions, qui au final a été Non, jamais pour eu des lieu. dates qui ont été complètement annulées. Donc Ouais, du coup, on s'est dit, ouf, ok. Donc finalement, est-ce que je travaillais pour rien? Bon, ouais, après ouais, on ne travaille jamais pour rien, mais bon, on s'est dit, bon, ok. ouais, ouais, ouais. Après, on se pose la question, ok, bon, j'ai ce concert-là qui est dans 2 mois, mais est-ce Est-ce que ça vaut que... le coup que je travaille? Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que ça vaut le coup? Surtout qu'à un moment, ben, on savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé la semaine d'après, parce qu'on Ouais. parlait, oui, le confinement, ça va être repoussé de 2 mois ou finalement de 3 semaines, mais en fait, ça sera ouvert, ça sera pas ouvert. On ne savait pas, on ne Mhm, savait rien. mhm, mhm. Donc on avait en fait aucune possibilité de se projeter. Ouais, Donc là, voilà, ça a été on va dire, un sacré moment de doute, tout en sachant que, enfin, effectivement, comme je l'ai expliqué, je pouvais toujours, au bout d'1 an, revenir au sein de la Société Générale. ouais, c'est ça. Mais au bout d'1 an, me dire, ok, je reviens à la Société Générale, pas parce que j'ai pas eu de contrat, mais parce que au final, il y a eu une crise sanitaire qui a mis tout le monde sur le tapis et qui a fait en sorte que, ben voilà, n'ayant pas le choix, je dois revenir. Mhm. Voilà, c'était aussi une situation où on se disait, mais en fait, limite, il y avait une certaine injustice qui était là. C'est-à-dire que je n'avais même pas eu ma chance Ouais, de c'est faire ça. mes preuves. C'est C'est-à-dire ça. que, Ouais, voilà, je n'avais même pas eu la chance. C'est-à-dire que, on va dire, le coronavirus avait décidé pour moi ouais. et avait mis afin d'arriver. Donc voilà, donc c'était doute, remise en question et un peu de colère. Donc c'était vraiment une période qui était assez, Mhm, 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 qui mhm. était, qui était pas sympa. Mais dans un second temps, je me suis dit bon, bah j'ai du temps, faisons tout ce que je me suis dit, parce que on a plein de tâches qu'on dit ah ben tiens un jour quand j'aurai du temps, bah je ferai ça. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, ben ce temps-là est arrivé. Ok. Et par exemple, quelque chose que je voulais faire et qui me sert aussi beaucoup dans mon métier, c'est l'apprentissage de la langue allemande. Donc je me suis mis à apprendre l'allemand, D'accord. Ce qui est pratique, je pense, pour l'opéra, puisqu'il doit y avoir ce qui est très pratique pour l'opéra parce qu'il y a beaucoup de grands rôles Bah de oui, barytons ouais, qui sont aussi qui sont en allemand. ouais, Je me suis également mis à apprendre le russe parce que j'ai travaillé, je me suis dit tiens, il y a un opéra russe qui m'intéresse, tiens, ouais, ben on ouais, va apprendre le russe. ouais, ouais, Donc ça. Et après, il y a aussi des grands rôles d'opéra qui m'intéressent. Et oui, donc, je me suis, pendant j'étais qu'un seul, je pense à Don Giovanni de Mozart. Et donc, je ouais. me suis dit, bah, tiens, dans J'apprends Don Giovanni, l'italien. il y a, en italien, mais ça, l'italien, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà parce que j'avais l'italien en LV2. D'accord, ok. Donc l'italien, est une langue que j'ai appris dès le collège. Mhm. Mais apprendre le rôle, surtout que dans cet opéra, il y a 3 rôles de baryton, mais je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre les 3 rôles de baryton. Donc du coup, Ah, j'ai mis à profit ce ouais, temps-là pour apprendre des choses en me disant ben voilà, au moins une fois que ça a pris, bah ça a pris. ouais, Il ouais, faudra des piqûres de rappel, mais le plus gros du travail aura été fait. ouais. Donc c'est comme ça que j'ai aussi mis ce temps à profit
pour me lancer dans des projets comme ça. Oui, parce que de toute façon, ça allait de toute façon redémarrer. Alors, quand on ne savait pas, mais ça allait redémarrer. C'est ça, Et puis, ouais, tu en as profité pour t'améliorer, pour aller plus loin et c'est mettre ce ça, temps à profit. Ah ben, c'est génial, c'est c'est ça. super. Eh ben, top, 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 top. Alors, du coup, moi, j'ai quand même une question pour toi. Euh, alors, bon, tu es noir de peau. C'est quoi être noir dans le monde de l'opéra? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même c'est un milieu très blanc. Euh, Mhm, donc, ça, j'imagine que, enfin, moi, alors j'ai beaucoup sûrement des préjugés par rapport à ça, hein. Non pas par rapport en an 2021, ça se trouve bon, bon voilà, les mentalités ont changé peut-être, mais même au niveau de ta voix, euh, très souvent, on va reconnaître que c'est un noir qui chante. Euh, enfin, est-ce qu'il y a enfin, comment ça s'est passé pour toi en tant que noir dans le mhm, monde de l'opéra? mhm. Alors, clairement, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je n'ai jamais ressenti ma couleur de peau comme étant une différence. Ouais, Dans l'opéra, ils ont tout ce que j'ai pu faire. ouais. Et ça, en fait, je vais je le rapporte, on va dire, à un critère qui est que dans l'opéra, ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, c'est d'abord la voix. Ouais. C'est-à-dire que avant même de regarder le physique, ta couleur de peau, il y a des rôles qui sont étonnés par ta voix. Par exemple, je vais prendre, il y a des rôles qui sont des rôles de ténor. Ouais. Et donc moi, en tant que baryton, je sais que quoi que je fasse, je ne pourrai jamais chanter ce rôle-là. Par exemple, le rôle d'Othello de Verdi, c'est un rôle de ténor. Ouais. Donc du coup, c'est toujours un ténor qui a pouvoir le chanter. Ouais. Après, à partir du moment où on a la voix, on fait déjà une grosse partie du job. Et c'est vrai Ok. que je discutais de ça avec un ami qui est comédien Mhm. et qui est lui aussi noir. Et en fait, dans, dans son milieu, sa couleur de peau est beaucoup plus importante et le physique est beaucoup plus importante que dans l'opéra. Dans Ouais. l'opéra, à partir du moment où on a la voix Ouais. pour chanter le rôle, Ok. et qu'on le chante bien et qu'on a une belle voix, pour ça, on va Ouais. être favorisé. D'accord. Par exemple, il m'est arrivé, par exemple, de chanter Così fan tutte de Mozart, d'avoir, avec des costumes d'époque, Mhm. et ben, ça n'a posé aucun problème que mon personnage, Don Alfonso, soit noir en costume d'époque. D'accord. C'est parce que ça, c'était dans une histoire, voilà, moi j'étais noir, mais mes collègues étaient blancs, voilà, ça posait aucun problème. D'accord. Ça, Ok. transposé dans le théâtre, effectivement, on va dire, ça n'aurait pas été aussi facile. Donc aujourd'hui, en tant que chanteur d'opéra de couleur, je ne ressens pas, je ressens pas de différence. Surtout que je remarque qu'il y a une génération de chanteurs, de jeunes chanteurs noirs d'opéra qui est en train d'émerger en ce moment. Par exemple, je Mhm. pense à Marie-Laure Garnier qui a gagné, qui était révélation aux Victoires de la musique classique l'année dernière, Ouais. qui est, euh, qui est noire. Ouais. 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 Oui, parce que effectivement, il y a déjà eu des chanteurs d'opéra noirs très connus. Alors, je connais pas les Oui, noms, mais je on m'en pense à, rappelle. on pense à Jesse Norman, par Ouais. exemple, Ouais. 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 Donc, d'accord. à Leontyne Price aussi. Ouais. Enfin, donc oui, donc en gros, on va dire que l'opéra, mine de rien, est peut-être plus inclusif que dans d'autres milieux. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Mais c'est parce que voilà, c'est pas la même chose que l'on euh, que l'on recherche. Et puis pour la petite anecdote, par exemple, je sais que à un moment, une amie m'envoie une annonce, me disant voilà que pour un film qui se passe à Versailles, ils recherchent des chanteurs parce que voilà, l'histoire se passe, c'est un bal à Versailles. Mhm. Et donc, à cette bal-là, il y a des chanteurs d'opéra qui chantent. Donc voilà, donc ils cherchent des chanteurs
pour faire ce film-là. Mhm. Donc, du coup, j'ai envoyé ma candidature. Et au final, et dans ce cadre-là, la chargée de casting m'a répondu très gentiment. Bah, effectivement, ça marche très bien, mais dans le cadre du film, c'est un film d'époque. Et moi, ben, je chante très bien, mais en tant que chanteur noir, du coup, ça peut pas le faire dans ce film-là. D'accord. C'est pas quelque chose, voilà, et c'est quelque chose que j'ai très bien entendu, et effectivement, c'est, voilà, dans un film ou au théâtre, voilà, ben, être noir, ça raconte aussi une histoire. Ce qui Ouais. n'est pas le cas dans l'opéra, parce qu'on a une mise en scène, un metteur en scène qui nous raconte l'histoire de l'opéra, et non pas mon histoire, moi, en tant qu'individu. D'accord, ok. Ouais, je vois la différence, très bien. Ok, Ouais. ok. Ok, top, super, super, super. Alors maintenant, je te propose d'aborder la dernière partie de cette interview, qui est liée plus à ton épanouissement et aux choses qui t'inspirent. Mhm. Moi, je voulais savoir si aujourd'hui, euh, dans ton quotidien, tu as une habitude, une méthode ou quelque chose que tu estimes indispensable pour toi pour atteindre tes objectifs. Mhm. Ouais, ouais. Alors déjà, d'un point de vue général, par rapport à mon ancienne activité, où je savais exactement où était mon activité professionnelle et où était ma vie personnelle, là, depuis que je suis chanteur, cette frontière est très floue. Ouais, C'est-à-dire que j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression que toute ma personne, en fait, est chanteur lyrique tout le temps. ouais. Ouais, ok. Je vois, je C'est-à-dire vois. que, c'est-à-dire que, par exemple, le matin, je vais me réveiller et je vais avoir mes habitudes de chanteur, c'est-à-dire faire un petit son pour voir si ma voix, pour voir si déjà ma voix est là. Ouais, ok, ok. Ouais, Faire des tu exercices chantes en te de brossant les dents, respiration. quoi. Ouais, c'est ça. Faire des exercices de respiration, mais parfois, par exemple, je vais être dans le métro et dans le chant, on a quelque chose qu'on appelle le soutien, c'est-à-dire on a les muscles abdominaux, le diaphragme, que l'on doit maîtriser pour pouvoir émettre notre voix. Et donc Mhm. ça, c'est toute une discipline, parce que ce sont des muscles qu'il faut travailler. Et donc voilà, parfois, je vais être dans le métro, et puis je me dis, ah ben tiens, je vais vérifier si mon soutien là est toujours en place. Donc je vais faire des petits exercices très simples, hein, ça dure 1 minute. Ouais, Voilà. Euh, il y a par exemple des choses que je ne fais plus. Par exemple, je m'en souviens, avant, quand je sortais en boîte de nuit, enfin, quand il y avait des boîtes de nuit, ou mhm. même quand j'allais en soirée, bah, ça m'arrivait de gueuler, de chanter à tue-tête, de parler fort, etc., etc. Là, maintenant, aux dernières soirées, depuis qu'on était autorisé à le faire, Ouais, euh, je m'impose de ne pas parler trop fort. Je d'accord. m'impose de ne pas, quand des gens fument à côté de moi, je m'éloigne. Enfin, je m'impose, on va dire, on va dire des principes et des habitudes de vie D'accord. euh, qui, en fait, qui sont naturelles, en fait. C'est même pas c'est vrai que je dis que je m'impose, c'est même pas que je m'impose, c'est qu'en fait, je fais naturellement parce que je suis chanteur, et donc, mais je suis chanteur, Oui, et puis bah, c'est moi qui et que suis chanteur, voilà. ta voix est ton instrument enfin, Ma voix est mon instrument, et par exemple, contrairement, par exemple, quand j'étais ingénieur ou quand j'étais financier, forcément, on avait des évaluations par la hiérarchie, mais on évaluait notre travail. ouais, On n'était pas évalué en tant que personne. ouais, Là, quand on passe des auditions, que l'on réussit ou que l'on loupe, c'est on évalue en tant que personne, ouais, en fait. ouais. Et ça, c'est une sacrée différence et qui fait qu'il faut être aussi très fort psychologiquement, parce que quand on loupe une audition, ça peut faire très mal parfois. Ouais. Parce qu'on ça peut être quelque chose que l'on travaille depuis des mois et pour louper, et voilà, et c'est nous, et c'est en tant que personne qu'on loupe cette audition là. Ouais, ouais. Donc Donc on peut être, il peut y avoir une remise en question énorme, même, voire même un exactement, découragement, donc il faut réussir à surmonter ça. exactement, exactement. D'accord.
Et Donc en donc fait, voilà, il y a toute une hygiène de vie qui se met autour de ça, quoi, parce que ouais, la voix, parce que notre voix est notre instrument et notre outil de travail. Et puis notre corps aussi, parce qu'après aussi, bah, on est dans des métiers visuels ouais. et, euh, et finalement le physique a aussi son importance. Mhm, mhm, Et mhm. c'est vrai que aujourd'hui, sur la plupart des scènes lyriques que l'on voit, bah, les chanteurs ont des physiques avantageux qui n'est pas, par exemple, le physique qu'avait Pavarotti à son époque. D'accord. Parce que Donc là aussi, il y ça a une contribue à... mutation. Ouais, C'est parti d'un tout. C'est ouais. parti d'un tout. Donc voilà, donc aussi avoir une routine de sport, manger équilibré, tout ça, ça fait aussi partie, non seulement pour la santé, mais dans mon cadre aussi pour mon activité professionnelle. D'accord, ok. Ok, super, top, top, top. Est-ce que tu peux est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, euh, enfin même si peut-être que tu m'en as déjà parlé, hein, mais un moment que tu considères comme charnière, quelque chose où il y a eu un avant et un après. Hmm. Ouais. Ben, vraiment, euh, le moment charnière de mon parcours, c'est vraiment cette semaine de 10 jours où j'ai eu ces trois auditions et que j'ai reçu ces trois auditions. Ouais, C'est à partir de ce moment-là ouais, où j'ai arrêté de voir le chant comme un hobby ouais, et que j'ai commencé à le voir comme une future profession. ouais, Et à partir de ce moment-là, ma question n'était plus de savoir si j'allais pouvoir faire du chant, mais quand est-ce que j'allais pouvoir faire ouais, que du chant et qu'est-ce que j'ai mis en place pour atteindre cet objectif-là. ouais. Donc, ça a vraiment été ça le moment charnière. Après j'ai aussi eu la chance de tomber sur des professeurs et des coachs vocaux qui m'ont vraiment voilà qui m'ont motivé et qui m'ont dit bah, écoute euh, on voit que tu as du potentiel, tu as un parcours atypique, mais quand on a une voix comme la tienne, un potentiel comme la tienne, en fait, bah, il faut faire encore deux fois plus de travail, quoi. Ouais, Parce que le talent, c'est bien, ouais, tout le monde a du talent, mais ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui travaillent et ceux qui, qui au quotidien vont persévérer. ouais, ouais. Ça c'est Donc du et coup, ça c'est bah, des voilà. bons coups. Ça c'est dans beaucoup de domaines en plus, hein, donc ouais, ouais, c'est vrai. Et ça va dans tous les domaines. Ouais. Ça va dans tous les domaines. Alors Comme on dit, aujourd'hui, est-ce que tu as une source d'inspiration particulière, enfin, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour nous inspirer aussi? Une lecture, un film, un lieu, un mentor, quelque chose? Qu'est-ce qui t'inspire toi aujourd'hui? euh, bah, en gros, bah, des choses qui me- qui m'inspirent dans ce métier-là, c'est l'impact que l'on peut avoir sur d'autres personnes. Et D'accord. aussi l'inspiration qu'on peut avoir sur d'autres personnes. Par exemple, j'ai fait un opéra contemporain qui est basé sur le livre de la jungle. Ouais. Et dans lequel j'interprète le rôle de Balou. Ok. Donc, c'est un opéra contemporain qui est un peu un ovni. Il y a des passages vraiment chantés de manière lyrique, des passages où on danse, des passages qui sont rappés. Ouais. Donc, Ouais. c'est vraiment, voilà, c'est un jeune public. Ouais. Et je m'en souviens que pendant la création de cet opéra-là, on avait fait des ateliers scolaires. Mhm. Et donc, des jeunes enfants étaient venus nous voir pendant notre travail, nous a posé des questions. Donc là, on avait vu un groupe d'enfants. Et ce groupe d'enfants était revenu nous voir quand le spectacle était fini, donc il était revenu nous voir sur scène. Et à la fin, je me souviens, il y a une maman enfin, il y a un garçon qui est venu avec sa maman. Et donc, il était enchanté. Et finalement, la maman m'a dit, mais en fait, mon garçon était venu vous voir lorsque vous faisiez la création. Il était rentré à la maison. Il avait dit, ah, maman, j'ai vu ça, j'ai vu des chanteurs. C'est trop bien ce qu'ils font. C'est trop marrant. Moi aussi, j'ai envie de faire la musique. Et moi aussi, j'ai envie de faire du chant. Ouais. Et donc, 6 mois après, ce garçon s'était inscrit en conservatoire et s'était mis à faire la musique. Et sa mère, du coup, était venue, bah, depuis qu'il fait la musique, il adore ça, il est ravi de ça.
Ah, c'est Et génial donc, ça. Ouais. ça, bah voilà, bah, le fait que j'ai pu avoir ce pouvoir-là sur une personne, qu'une personne a pu être inspirée et a pu faire des choses, bah, parce qu'on m'avait vu sur scène, ça, voilà, c'est quelque chose Ouais, qui fait du bien, quoi. ouais, ouais. Quelque chose de très puissant. Et donc ça, c'est inspirer les gens, c'est quelque chose qui m'inspire aussi. C'est quelque chose qui me donne aussi envie de, envie, euh, envie de continuer. Ouais. Après, une autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est vraiment incarner des rôles. Incarner des rôles. Incarner les rôles. Parce Ouais. qu'on a vraiment, j'ai vraiment l'impression de changer ma psychologie, de changer ma psyché et de vivre d'autres vies, en fait. Mhm, 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 mhm. Ouais, D'autres vies que je n'aurais pas vécues, ou de me mettre dans des schémas de pensée auxquels je n'aurais jamais pensé ouais, si je ne faisais pas ce métier-là. Donc, ça me permet aussi de penser différemment ouais. et de trouver une psychologie. Et donc, voilà, j'ai l'impression de vivre plus de vie que je n'en vis. Ah ouais, c'est Et donc, génial. ça, c'est chouette. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ben c'est super, j'adore ta réponse. Super, super. Mais je te confirme, effectivement, moi hier en préparant l'interview, j'ai mis donc sur YouTube des petites vidéos de toi qui chantais. Et j'avais ma fille à côté. Et elle me dit, papa, c'est qui? Je lui dis, c'est Alidou Nombre. Et elle regarde ça avec grand intérêt. Parce qu'en fait, ma fille adore la musique classique. Et donc, du coup, du classique à l'opéra, pourquoi pas, quoi, tu vois, voilà. Donc, du coup, Mhm. ça... donc, ouais, ouais, je te confirme que ça passionne vraiment bien les enfants, ouais. Donc, Ah bah, je suis ravi. donc, super. Et c'est quoi la suite pour toi, alors, Alidou? Alors, bah, là, la suite, c'est de continuer. Là, on a des auditions qui arrivent, donc on va les Ouais. préparer. On a les premiers contrats pour 2023 qui arrivent. Donc voilà, on a déjà Ah les ouais. saisons prochaines qui se remplissent. D'accord. Donc voilà, c'est persévérer. Alors c'est vrai que tu as cité tout à l'heure que la chapelle musicale Reine Elisabeth, Ouais. donc effectivement, c'est une institution Ouais. dans laquelle je suis artiste résident Ouais. et qui permet en fait à des chanteurs en début de carrière, ben voilà, de se perfectionner. Euh, et d'avoir un cadre, en gros, pour schématiser, hein, je veux dire, c'est un peu l'équivalent d'une villa Médicis Mhm. pour artistes Mhm. lyriques, mais Mhm. pas que artistes lyriques, parce qu'il y a aussi un département piano, violon et violoncelle. Mhm. Donc c'est Mhm. vraiment un lieu où on se rencontre, où on travaille, et j'ai la chance de travailler avec deux très, très, très grands chanteurs qui sont Sophie Koch et José Van Damme. Ouais. 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 Donc, ça s'appelle Musicale Elisabeth. D'accord. Ah bah c'est Et donc, génial. donc, donc, donc voilà, donc j'ai aussi, je suis encore Tu es résident encore résident, ouais. pour 2 ans encore dans cette institution-là. Donc D'accord. voilà, c'est aussi du coup le travail de fond technique, le travail de fond de répertoire, le travail de fond d'interprétation. C'est quelque chose que j'ai pas raffiné là-bas. Ouais. Et Ouais. puis Ouais. aussi, j'ai encore des rendez-vous scéniques qui arrivent là, la saison prochaine, et puis déjà pour celle d'après. Eh ben, c'est super, c'est super. Ah ben, non, non, mais c'est très inspirant en plus parce que tu as réussi à quitter hein, ce monde de la défense en costard et du RER Exactement. A et tout. Moi, je me suis posé la même question que toi une fois, effectivement, en sortant d'un bâtiment à Nanterre. J'étais dans le RER, je me suis dit, comment je vais faire pour faire ça encore pendant 40 ans? Et effectivement, j'ai le même cheminement aussi. Et effectivement, ça a contribué avec mon départ de Paris parce que je n'en pouvais plus de justement cette routine RER, métro. C'était pas possible, quoi. Donc, ouais, ouais, je comprends Mhm. tout à fait. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion. Et donc, c'est absolument génial. Donc, c'est top. Voilà. Mais écoute, Et super. donc, voilà. Et donc, du coup, j'attends la fin de mes 3 ans. Ouais. J'attends d'avoir vraiment réalisé l'essai et je mettrai à jour ma fiche Ouais. technique. Exactement. Ça signera la fin et vraiment ça signera vraiment Etc. le basculement total Exactement. vers ta vie d'artiste. Exactement. Ah bah c'est génial.
Super, super. Ben, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Ah ben, super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview qui maintenant arrive à Je sa t'en fin. prie, merci à toi. Et puis, Merci à toi. écoute, bonne continuation alors. Merci bien, bonne continuation à toi aussi. Ok. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!